Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Bouillante, mais aussi de la communauté d'Aglo Grand Sud Caraïbes, avec son président et aussi le maire de la commune de Bouillante. Je veux parler de Thierry Abelli. Thierry Abelli, bonsoir et merci d'être avec moi sur ce plateau. Voilà donc, nous débuterons par cette séquence vœux, puisque tout le mois de janvier est réservé à cette partie et vous avez l'habitude de cet exercice de toute façon. Oui, déjà, écoutez, je commence par saluer les téléspectateurs de Canal 10, la population du Grand Sud Caraïbes, la population de Bouillante. Leur souhaiter que 2021 soit une belle année pour toutes ces personnes. Je crois que 2020 a été une année bien particulière. Nous avons eu la crise du Covid, nous avons eu beaucoup d'événements, le renouvellement des conseils municipaux. Pour le Grand Sud Caraïbes, ça a été l'année où tout le monde, l'opinion publique s'est emparée de la situation préoccupante du Grand Sud Caraïbes en termes budgétaires, avec les conséquences qu'on peut imaginer sur un territoire comme les autres. Le Covid a généré aussi des difficultés au niveau de tout un chacun. Certains ont perdu la vie. D'autres ont perdu leur emploi parce qu'il y a quand même une crise économique générée par le Covid. Bon, d'autres ont eu des difficultés personnelles, professionnelles. Et donc je souhaite que 2021 soit une année bien meilleure que l'a été 2020 et que toutes ces personnes, toutes les difficultés que nous avons connues, j'espère qu'en 2021 elles seront moindres et surtout que 2021 nous permettra de rebondir. Parce que comme je l'ai dit, je crois qu'il faut qu'on garde confiance en l'avenir. Alors pour vous, en 2020, Thierry Abelli, ça a été une année de succès puisque vous avez été de toute façon élu président de la communauté Grand Sud Caraïbes. Donc on peut dire que ça a bien été. Il y a eu la commune de Bouillante. Alors ça a été une belle année malgré cette pandémie. Écoutez, une belle année, oui, politique. Je l'ai dit, je ne dirais pas que c'était une mauvaise année, puisque bon, j'ai été réélu et de fort belle manière, puisque mon équipe et moi, nous avons été élus dès le premier tour à Bouillante. J'ai effectivement eu la confiance de mes pairs au niveau du Grand Sud Caraïbes, où mes collègues ont fait de moi le président. Mais j'allais dire, bon, le Grand Sud Caraïbes, on connaît la situation de cette collectivité-là. Donc j'allais dire, je me suis engagé pour redresser une situation, je connaissais la difficulté. J'allais dire, c'est pas un trophée, je veux dire, je n'hérite pas en tout cas d'une collectivité qui a beaucoup de moyens. Et j'allais dire, c'est une grosse difficulté. En tout cas pour beaucoup, c'est un risque politique d'ailleurs. Puisque beaucoup me disent que j'aurais pas dû y aller, parce qu'on ne peut rien en faire, etc. Mais je crois qu'il fallait que quelqu'un s'en empare, qu'il fallait quelqu'un qui ait le courage politique, les compétences pour redresser et redonner du souffle à cette partie de Guadeloupe. Et je pense y arriver avec l'aide de mes collègues. On va y arriver. Et, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, j'allais dire, la difficulté ne m'a jamais fait peur. Donc, j'allais dire, je compte y arriver. En tout cas, j'y arriverai. Alors, le Grand Sud Caraïbes, c'est 21 millions d'euros de déficit? Oui, effectivement. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé, on a voté le compte administratif avec 21 millions de déficit. La Chambre régionale des comptes qui a rendu son avis très récemment, au mois de décembre, a confirmé ces 21 millions. Il y a un écart à peu près de 180 000 euros. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut dire que le Grand Sud Caraïbes, la réalité des chiffres, elle est là. On est vraiment sous la voie de la transparence, de la sincérité des chiffres. Et là, vous êtes content parce que vous avez souvent dénoncé les chiffres qui étaient annoncés auparavant. Alors, vous avez toujours dit que les chiffres étaient trop importants et que ça ne reflétait pas la réalité. Non, ça ne reflétait pas la réalité. Alors, déjà, je travaille, il ne faudrait pas non plus mettre de côté le travail que nous avions initié avec Joël Bougendre aussi, parce que le compte administratif 2018, nous l'avions voté avec un déficit de près de 11 millions. La Chambre avait dit que ce n'était pas 11 millions, mais plutôt 13. La Chambre avait prévu un déficit prévisionnel sur le budget de 2019 à un peu plus de 21 600 000 euros. Aujourd'hui, nous avons voté le compte administratif avec 21 millions d'euros de déficit. La Chambre dit que c'est 21 200 000. Il y a 200 000 euros de différence. Donc, oui, aujourd'hui, la réalité, elle est connue de tout le monde.
il n'y a plus, j'allais dire, à reprendre les chiffres qui circulent un peu partout. Pour autant, 21 millions, pour certains, c'est énorme, pour d'autres, c'est pas grand-chose. La situation reste préoccupante et il faut que tout un chacun... Pour vous, c'est énorme? C'est pas insurmontable, mais en tout cas, si on n'y fait rien, ces 21 millions risquent très rapidement de se retrouver à 30, 40, 50, 60 dans quelques années. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous devons prendre des décisions qui s'imposent pour redresser cette structure-là. Bon, je pense que, en tout cas, avec les élus, nous avons travaillé sur un plan de redressement que je vais présenter la semaine prochaine, vendredi prochain. Je crois qu'on a un conseil communautaire qui est prévu pour en débattre avec les élus. Et puis, il va falloir se retrousser les manches pour qu'on puisse redresser et permettre à cette collectivité-là de revivre. Donc aujourd'hui, ces 21 millions confirmés par la Chambre permettent aussi à tout un chacun de connaître, parce que je rappelle que depuis 2019, les chiffres qui étaient évoqués, qui circulent un peu partout, ont littéralement affaibli et décrédibilisé le Grand Sud Caraïbes. Je rappelle qu'aujourd'hui, quand on appelle une entreprise pour faire une intervention, elle vous dit « ça ne m'intéresse pas, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais travailler, je vais récupérer, je vais être payé ». Les jeunes ne connaissant pas la réalité de la situation financière se disent « oula, je ne vais pas m'engager ». Donc aujourd'hui, avec ces 21 millions confirmés par la Chambre régionale des comptes, c'est vrai que la situation est préoccupante, mais en tout cas, ça permet... Pas catastrophique. Non, on n'est pas dans la situation de premier pitre. Disons-le très clairement. Mais la situation est suffisamment préoccupante pour qu'on prenne les bonnes décisions et qu'on les prenne maintenant, qu'on ait le courage de les prendre. Quelles sont ces décisions ? Les décisions, c'est de réduire son train de vie, ça c'est la première chose. Réduire les locations de véhicules, réduire les consommations de carburant, réduire l'électricité, les communications, les consommations de téléphone. C'est prendre la décision de ne pas renouveler les départs à la retraite, prendre la décision de ne plus faire de recrutement comme on a pu le faire par le passé, sauf pour de l'encadrement qui s'avérait nécessaire. C'est prendre la décision qui s'impose en matière de masse salariale et de dire qu'il faut optimiser, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, au niveau de la masse salariale, sans envisager de licencier, en tout cas pour le moment de licencier qui que ce soit, il y a matière à faire des économies. Je rappelle qu'il y a du personnel qui sont mis à disposition gratuitement pour le moment, de la ville de Basse-Terre, la ville de Vieux-Fort, pour les communes membres. Et donc, il y a lieu de trouver un moyen pour que ces mises à disposition soient compensées financièrement par les communes qui en bénéficient. Et des communes qui sont, elles aussi, en difficulté. Oui, bien sûr, forcément, mais j'allais dire, c'est pas parce que les communes sont en difficulté que nous, on doit rester dans la difficulté et ne pas rétablir, j'allais dire, un juste équilibre en se faisant rémunérer tout ou partie des personnels qui sont mis à disposition de ces communes. Vous ne pouvez pas absorber les difficultés des communes, c'est ça? Voilà, exactement. Il y a d'autres choses sur lesquelles on a commencé déjà à travailler depuis l'époque de Joël Bougand et qu'on est en train d'approfondir au niveau de la collecte des déchets, parce qu'effectivement, la situation de Grand Sud Caraïbes est liée à quoi? Des compétences qu'on exerce qui sont structurellement déficitaires. La compétence déchets, on a chaque année, depuis 2014, un déficit structurel qui varie entre 5 millions et 7 millions. La compétence eau et assainissement, chaque année pareil, un déficit structurel entre 5 et 7 millions. Donc, vous comprenez bien que quand vous exercez des compétences qui ne s'équilibrent pas, forcément, vous traînez des déficits. Et donc, il faut prendre des décisions qui s'imposent. En matière de collecte et de traitement des déchets, c'est d'optimiser la chose. Je sais qu'effectivement, sur le Grand Sud Caraïbes, nous avons des difficultés en 2020 concernant le traitement des déchets verts. On est en train de mettre en place des solutions, mais il va falloir aussi qu'on revoie un peu la manière de faire les choses pour que ça nous coûte moins cher, parce que je rappelle que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ne collectons que 15 millions chaque année, quand la compétence d'exercice nous coûte entre 20 et 22 millions. Oui, et là aussi pareil, il ne s'agit pas non plus d'envisager une surenchère d'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans envisager d'optimiser les choses pour qu'on arrive à un équilibre qui soit soutenable pour tout un chacun. Alors, vous dites qu'il faut faire des économies. On vous connaît, Thierry Abelli, lorsque vous avez une trajectoire, vous la gardez et vous allez jusqu'au bout. Alors, est-ce que vous ne craignez pas de créer des mécontentements au sein de la structure, de la communauté, puisque, comme vous dites, il faudrait qu'on puisse baisser le train de vie, dépenses de carburant, de téléphone, d'électricité, etc. Si vous essayez
d'optimiser toutes ces choses, est-ce que vous serez compris et suivi dans votre démarche? Je crois que la situation de Grand Sud Caraïbes, sans être catastrophique, est suffisamment préoccupante pour que tout un chacun puisse prendre la mesure de la situation. Et je crois que tout un chacun l'a déjà compris. Le personnel, je me suis déjà entretenu avec lui. Les représentants syndicaux, dès mon arrivée, je les ai rencontrés. Ils ont pleinement compris la situation dans laquelle nous sommes et qu'il y a lieu de redresser. L'engagement que j'ai pris, c'est de faire en sorte que ce redressement-là se fasse pas par le biais de licenciements secs. Donc c'est un engagement que je prends. Je leur ai dit, pour le moment, je ne peux pas garantir que les emplois qui sont précaires, que je sois en situation au jour d'aujourd'hui de les sanctuariser, mais en tout cas, je ferai tout pour qu'on n'arrive pas à une situation de devoir les supprimer. Donc le personnel est parfaitement au fait de la situation qu'il va falloir que tout un chacun mette du sien. Je rappelle que les élus que nous sommes, nous avons fait notre part en tout cas. Moi, avec cette nouvelle mandature, j'ai proposé à ma majorité et les élus du Grand Sud Caraïbes d'une manière générale qui ont adopté à l'unanimité le fait que nous diminuions nos indemnités de 30% comme le recommandait la Chambre régionale des comptes. Donc je considère que nous, on a fait notre part. Donc il faut que derrière, tout un chacun comprenne qu'on ne peut pas vivre à crédit et on ne peut pas tenir un rythme qu'on ne peut pas tenir. Il n'est pas possible. Maintenant, en ce qui concerne les élus, je crois que là aussi pareil, après on peut avoir des différences sur la manière de faire les choses, mais je crois que les élus, et en particulier les élus de la minorité, ils savent très bien dans quelle situation se trouve le Grand Sud Caraïbes et que je ne pose penser un seul instant qu'ils ne soient pas conscients qu'il est aujourd'hui plus que nécessaire que nous nous retroussions les manches pour que nous redressions cette collectivité, ô combien importante pour le quotidien de la population du Grand Sud Caraïbes. Je rappelle que le Grand Sud Caraïbes gère la collecte et le traitement de nos déchets. Le Grand Sud Caraïbes gère, enfin quand je dis gère, est censé gérer, puisque je suis un des premiers à reconnaître que la qualité n'y est pas encore. Donc on a une marge de progression qui est énorme en matière de satisfaction, de niveau et de qualité des services rendus. En tout cas, quoi qu'il en soit, la compétence pour le moment, elle relève du Grand Sud Caraïbes pour la collecte et le traitement des déchets, pour l'eau et l'assainissement, et j'allais dire le développement économique. Donc il faut bien que cette structure puisse jouer pleinement son rôle. Et elle ne pourra jouer son rôle que quand on aura réellement entrepris la voie de son redressement. Avez-vous chiffré les économies que vous pouvez faire à partir de tous ces postes, de tout cela? Oui, alors j'ai pas de montant global à donner puisque les montants varient suivant les métiers. Pour un exemple simple, je veux dire le simple fait de ne pas renouveler les départs à la retraite sur les 5 prochaines années, on arrivera à une économie de plus d'1 200 000 euros. C'est-à-dire que la masse salariale va diminuer et d'ici 2025, si on compare par rapport à 2020, il y aura 1 200 000 euros en moins sur la masse salariale. Rien que cette partie-là. Donc c'est quand même pas négligeable. Sur les consommations de carburant, d'électricité, etc., on estime qu'on peut faire entre 10 et 20% d'économie. Sur la compensation financière attendue des personnels qui sont mis à la disposition des communes membres, Basse-Terre, Vieux-Fort et les autres communes pour ce qui concerne les espaces verts, on estime que ça représente entre 800 000 et 1 million d'euros chaque année. Et bien d'autres. L'optimisation de la collecte des déchets, on estime qu'on peut encore gagner entre 1 et 2 millions d'euros par an. Mais pour ça, c'est-à-dire ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts, ça nécessite un changement de comportement, ça nécessite de la réflexion et donc ça prend du temps. Et par rapport à l'effort des élus, ça représente à peu près combien? Alors l'effort des élus, je crois que ça représente peut-être 100 000 euros, 200 000 euros par an, je n'ai pas le chiffre précis honnêtement. Je n'ai fait que suivre les recommandations de la Chambre. Je n'ai pas cherché à regarder ce que ça représentait en termes d'économie. En tout cas, vous allez de l'avant et vous continuerez vaille que vaille. Ah oui, bien sûr, tant que j'aurai le soutien de la population et de mes pairs, et en tout cas, quand les choses sont incomprises, je m'efforcerai d'expliquer les raisons. Parce que c'est sûr que, effectivement, quand vous héritez d'une collectivité avec un déficit de près de 21 millions d'euros, je rappelle, c'est un déficit de trésorerie, c'est un déficit budgétaire. Mais à côté de ça, on a un déficit de trésorerie. Parce que
dans les comptes. Alors pour que ça soit clair, parce que c'est vrai que parfois j'entends ici et là qu'on juxtapose, qu'on met côte à côte les chiffres, et parfois j'ai l'impression que ça nuit à la lisibilité pour la population. J'ai entendu chez un de vos confrères qui disait oui, la Chambre régionale des comptes a dit que le Grand Sud Caraïbes avait plus de 21 millions d'euros de déficit et plus de 35 millions d'euros de déficit sur l'eau. Mais la manière dont c'est présenté... Sur l'eau ? Voilà. La manière dont c'est présenté, la population a l'impression que c'est 35 plus 21. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, pour faire simple, et de manière un schéma assez simpliste, ce serait de dire que si toutes les personnes qui devaient de l'argent au Grand Sud Caraïbes, que ce soit les institutions, que ce soit les abonnés, enfin toutes les personnes, tous les créanciers du Grand Sud Caraïbes payaient, pour qu'on puisse payer toutes nos dettes, hormis les emprunts, il nous manquerait 21 millions. Mais à côté de ça, puisqu'on a des gens qui doivent de l'argent au Grand Sud Caraïbes, puisque dans nos comptes, dans les 21 millions, sont comptabilisés 27 millions de recettes qui ne sont pas encore encaissées. C'est quand même. Alors dites-nous un petit peu plus. Ce sont des recettes qui sont liées à la facturation d'eau, à d'autres recettes, des subventions, etc., qui ne sont pas rentrées. Donc ils sont comptabilisés dans les comptes, mais pour lesquels l'argent n'arrive pas chez le payeur. Et donc ça crée un déficit de trésorerie, puisque déjà qu'il vous manque 21 millions pour payer vos dettes, et si en plus vous avez 27 millions de chèques, pour faire simple, qui ne sont pas déposés sur votre compte, forcément, vous vous retrouvez avec les 27 millions plus les 21, donc ce qui fait à peu près, on a un déficit de trésorerie qui est aux alentours de 50 millions. C'est à peu près les 50 millions de mandats que nous avons chez le payeur et que nous avons du mal à honorer, pour lesquels on est obligé jusqu'à présent de mettre en place des procédures de priorité. Et l'objectif du redressement, c'est d'une part de réduire le déficit budgétaire de 21 millions, mais c'est aussi de résorber ce déficit de trésorerie, augmenter notre fonds de roulement pour que on puisse alléger les entreprises et faire en sorte que nous soyons dans les clous en termes de délai de paiement pour que quand un prestataire ou une entreprise réalise quelque chose pour le Grand Sud Caraïbes, qu'il soit payé dans les délais de 30 jours comme prévoit la loi. Oui. Dire que vous arrivez à travailler avec tous les maires, ça se passe bien. Écoutez, parfois il y a eu quelques difficultés d'incompréhension, des postures peut-être parfois, mais j'ai toujours dit, je le redis, il y a le temps de l'élection, et comme dans toute démocratie, le temps de l'élection c'est un rapport de force entre les individus, et puis il y a le temps de l'action qui met derrière lui le temps des élections, et on travaille tous ensemble dans l'intérêt commun, en tout cas en ce qui me concerne, dans l'intérêt commun des 11 communes qui composent le Grand Sud Caraïbes. Nous sommes encore dans le temps des élections. Il y aura un autre temps des élections qui va arriver, mais sur d'autres enjeux qui n'ont rien à voir avec la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, même si ce sont les mêmes élus. Tout est lié, oui, tout est lié. On arrive à tout mettre côte à côte pour essayer de cheminer. Non, je ne suis pas d'accord. Je considère qu'effectivement, peut-être tout est lié, mais il faut savoir faire la distinction entre les intérêts du Sud-Bast au travers d'une communauté d'agglomération de 11 communes, et j'allais dire la région où il y a d'autres enjeux, etc. Alors justement, ça me permet, avant d'arriver sur la commune de Bouillante, de vous poser une ou deux questions sur ces prochaines élections. Alors, comment vous positionnerez-vous par rapport aux élections régionales et aux élections départementales ? Écoutez, pour les régionales, comme je le dis souvent, je fais partie d'une majorité, la majorité régionale, puisque nous avons soutenu, en tout cas en 2015, la majorité conduite par Harry Chalus. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de discussion. Je considère que je fais toujours partie de cette majorité régionale. Et le moment venu, je crois que cette majorité se réunira pour dire quelle sera la conduite à tenir. Si la demande vous est faite, ça sera oui, sans... Évidemment, bien sûr. Je veux dire, écoutez, je considère que, évidemment, on peut toujours critiquer et dire qu'on aurait pu faire mieux. Mais je rappelle quand même que les besoins, en tout cas, de la Guadeloupe sont énormes. Parce que par le passé, les besoins n'ont pas été satisfaits. Je rappelle qu'il y a beaucoup de moins en moins de moyens, qui est au niveau de la région, qui est au niveau de l'État, qui est au niveau des communes, qui est au niveau des communautés d'agglomération, qui est au niveau des départements. Et donc par conséquent, c'est sûr qu'on ne peut pas faire autant qu'on aurait souhaité. Mais je crois que le bilan, en tout cas de l'équipe régionale que je soutiens,
en tout cas, est de nature à permettre à ce qu'on aille sans aucune honte par devant la population pour demander à nouveau de renouveler la confiance à cette majorité. Voilà, donc concernant ces élections régionales, maintenant partons du côté de la commune de Bouillante. Rapidement, c'est vrai qu'on aurait pu encore rester quelques minutes sur le Grand Sud Caraïbe, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Maintenant, concernant la commune de Bouillante, je débuterai avec un fait d'actualité pour savoir un petit peu comment est-ce que vous gérez la chose ou comment est-ce que vous avez analysé cette situation. Alors, je vais résumer ce problème de voiture à pain sur votre territoire. Est-ce que pour vous, c'est un réel problème? Est-ce que vous vous êtes déjà penché sur le sujet et en termes de réflexion, en termes de solution? Écoutez, vous savez, ce problème-là, mais j'ai été sollicité sous ce voleur au début du mois de décembre. Décembre? Oui, début du mois de décembre. Donc ça remonte quand même. Quand j'ai vu ce truc-là, on me l'a transmis, je me suis dit, bon, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que je crois qu'à Bouillante, comme j'aime à le dire, celles et ceux qui nous font le privilège de venir chez nous ont compris qu'il fallait plutôt rechercher à s'intégrer plutôt qu'à essayer de mettre de côté notre art de vie, nos coutumes, nos habitudes, etc. Donc, et je crois que d'ailleurs, après un événement, une situation un peu compliquée que j'ai eu à gérer en 2014 quand je suis arrivé dans une école où on avait quelques frictions entre personnes, entre enfants, ou plutôt parents venus de l'Hexagone et parents de Bouillante, je crois que le message avait été très clair, qu'il fallait faire l'effort de s'intégrer et pas chercher à changer les choses. Donc je me suis dit, je ne crois pas que quelqu'un, même si on peut imaginer que les volontés existent, mais je ne pense pas qu'on irait jusqu'à sortir une pétition pour de tels faits. Bon, je me suis dit quand même, malgré tout, je vais vérifier. Donc je me suis rapproché de la gendarmerie, de mes services de police, de mes services au niveau de la mairie. Et honnêtement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vu la trace de quelconque pétition là-dessus. Donc j'avais répondu à la presse en son temps que pour moi, bon, c'est un fake news et que, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un a voulu faire une émulation dans l'opinion publique, mais en tout cas, à Bouillante, ça n'existe pas. Et quand bien même, si d'aventure, dans le pire des cas, quelqu'un s'amuserait à faire des pétitions pour demander à ce qu'on change notre manière de vivre, je serai un des premiers à lui dire, si ça ne lui plaît pas, la manière dont on vit à Bouillante, il a la liberté de quitter Bouillante. Je crois qu'en son temps, un président de la République avait dit, la France, on l'aime comme elle est, on la quitte. Je crois qu'à Bouillante, c'est pareil. Je crois d'une manière générale, les Guadeloupéens sont sur ce même principe concernant la Guadeloupe. Les uns les autres sont les bienvenus, on les accueille, parce qu'on est une terre d'accueil. D'ailleurs, avant nous-mêmes, nous avons été accueillis. Nous ne sommes pas arrivés de la meilleure des manières, j'allais dire, puisque nous sommes arrivés dans des cales de bateau. Mais en tout cas, nous avons été accueillis par ceux qui étaient là, qui ont disparu. Donc la Guadeloupe est une terre d'accueil, mais une terre d'accueil où le bien vivre doit être privilégié, et celles et ceux qui croient qu'ils vont arriver et demander à ce qu'on change les choses, je crois qu'il y aura un problème. Vous comprenez l'ampleur que ça a pris aujourd'hui sur toutes les lèvres? Oui, l'histoire de la voiture à peine, l'ampleur, bon, j'avoue que après, ce que j'ai eu l'occasion de dire, puisque effectivement, vous avez eu Laurent Joseph qui s'en est ému, j'ai dit, bon, ces gens-là auraient mieux fait de se rapprocher du terrain pour vérifier l'information, pour savoir voilà, est-ce que c'était une réalité ou pas, parce que bon, mine de rien, on sait bien que c'est une situation relativement compliquée, difficile, quoi. Je veux dire, quand on fait, nous avons été quand même, nous sommes des descendants d'esclaves, nous avons d'abord été colonisés, etc. Donc forcément, ce sont des sujets qui nous touchent, qui touchent chacun des Guadeloupéens. Donc vouloir faire tout un sujet autour de cela, quand en plus qu'il n'y a pas une réalité, je dis qu'il faut faire attention parce que ça peut être un déclencheur d'une situation qui nous échappe tous. Et dans ce genre de situation, j'en appelle plus à apaiser les choses que plutôt qu'à essayer de mettre du feu. En tout cas, en ce qui me concerne, sur mon territoire, en tout cas,
De toute façon, les Bouillantais le savent. Et pour les Guadeloupéens qui avaient des doutes ou qui ne le savaient pas encore, je leur dis que de toute façon, ce genre de choses n'arrivera pas sur Bouillante tant que je serai le maire. Voilà. Alors donc il fallait vraiment que je vous pose la question sur cette actualité, puisque certains disaient mais Kamela qu'a fait, il n'a pas parlé, il n'a pas dit, qu'a fait. Donc c'était important que vous puissiez éclaircir la situation. Alors rapidement, puisqu'on me fait signe que nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Alors comment se porte la commune financièrement? Comment est-ce que ça va? Est-ce que tout baigne? Je ne dirais pas que tout baigne, mais il y a pire que nous. C'est vrai que ces derniers jours, là, Bouillante a été un petit peu sous les feux de l'actualité parce que la Chambre régionale des comptes a rendu un avis sur des budgets que nous avons votés, avec le budget principal qui était avec un déficit de près d'1 million d'euros et un budget annexe qui est excédentaire de plus d'1 million d'euros. Donc certains ont cru bon de polémiquer en disant voilà, Abelli a mis un déficit à la commune de Bouillante. Tout en méconnaissant, j'allais dire, les règles de la comptabilité publique. On a voté un budget en équilibre, on a une opération qu'on est en train de réaliser qui est la construction de l'école de Pigeon, et dans un souci, j'allais dire, de sanctuariser les recettes qui nous sont dédiées sous cette opération-là, j'ai créé ce qu'on appelle un budget annexe, c'est-à-dire c'est un compte spécifique, un compte bancaire spécifique pour cette opération-là, parce que qu'est-ce qui arrive? On se rend compte qu'en fait, quand vous avez des subventions qui sont versées sur le compte de la commune, ben cet argent-là, il part pour autre chose, et les entreprises qui ont travaillé sur le projet, on n'arrive pas à les payer, etc. Donc pour sanctuariser cela, j'ai demandé à l'État, et qu'il a accepté, de créer un budget annexe. Et donc du coup, les recettes, on les a transférées sur ce budget annexe. Donc forcément, si on a des recettes, sur le budget principal, vous les enlevez, vous diminuez les recettes, les dépenses restent à un certain niveau. Donc le budget principal s'est retrouvé avec un déficit d'1 million, 2 millions d'euros. Par contre, le budget annexe, il se retrouve avec un excédent d'1 million d'euros. Donc quand vous additionnez les deux, c'est la règle de la comptabilité publique, c'est ce qu'on appelle la règle du budget consolidé. Vous additionnez les résultats de tous les budgets, vous arrivez avec un budget consolidé où il y a un excédent de 91 000 euros. Mais bon, certains ont estimé pouvoir faire de la politique en essayant encore une fois de tromper la population qui parfois ne maîtrise pas toutes ces choses-là. Mais je crois qu'à Bouillante, la population est très clairvoyante et je crois que dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui a la capacité d'expliquer les choses. Merci Thierry Abelli d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons vendredi pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous.